Autrefois, une scène d'un film sur l'époque nazie m'a profondément bouleversée. On y voyait des citoyens huer des juifs et les lapider pendant qu'ils étaient expulsés de leur maison pour partir vers les camps de concentration. Des gens ordinaires, voire même des enfants, devenaient complices d'une tragédie historique. Cela montre que, dans une situation particulière, même nous pourrions nous conformer aveuglément au mouvement de l'époque. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé au moment de la pandémie de Covid? Au Japon, nous avons connu ce que l'on appelle la Jishuku Keisatsu. Il s'agit de personnes ordinaires qui harcelaient tous ceux qui ne tenaient pas compte des gestes barrières. Ils vilipendaient des passants à masque, dénonçaient les salles de pachinko ouvertes ou les voitures immatriculées dans d'autres préfectures. Une telle pression sociale m'a fait peur car elle menaçait notre paix civile en stigmatisant les gens qui ne leur ressemblaient pas. Pour ma part, je me croyais quelqu'un de juste et de tolérant. Pourtant, lors d'un voyage en France ce printemps, j'ai découvert que je ne l'étais pas autant que je le pensais. Après avoir visité la maison de Zola et le musée de Dreyfus à Médin, j'attendais un bus qui venait de partir. À côté de moi, se trouvait un jeune homme de couleur noire qu'il avait aussi raté. Désireuse de gagner du temps, j'ai décidé de faire de l'autostop. Alors, j'ai écrit « Poissy » sur un papier et les brandis. Voyant cela, il m'a adressé la parole, mais je comprenais mal son accent très fort. Malgré son attitude plutôt amicale, une pensée m'avait traversé l'esprit. Et si sa présence faisait fuir les voitures? Je me suis donc éloignée quelque peu de lui. Peu après, une voiture a ralenti, mais en remarquant que cet homme s'approchait, ce conducteur est reparti aussitôt. Pourquoi? Avait-il une mauvaise intention pour moi, une femme seule? Ne voulait-il pas prendre un homme de couleur noire? Je l'ignore, mais j'étais confuse. Lequel est mieux pour moi, avec lui ou sans lui? Quelle pensée égoïste! Finalement, une femme m'a proposé de monter et contre toute attente, elle a accepté naturellement ce jeune homme aussi. Son mari, d'apparence asiatique, conduisait et le fille handicapée était assise à l'arrière. Ainsi, nous avons réussi à transformer cet espace exigu en un microcosme de diversité. Au fil de la conversation, j'ai appris que ce jeune homme avait passé un entretien d'embauche. Dans ce petit monde de tolérance à 4 roues, l'atmosphère était détendue. Néanmoins, je m'y sentais mal à l'aise. Car je m'imaginais dans un scénario parallèle. S'il avait été de type opérant, je ne me serais pas éloignée de lui. Je n'avais pas agi selon mes convictions, mais selon une idée reçue. J'avais pensé que les automobilistes se méfieraient d'un passager de couleur noire par appréhension. Moi aussi, j'ai cédé à mon insu à cette pression sociale invisible en prenant mes distances avec mon compagnon d'infortune. J'avais honte de ma faiblesse. À mon avis, si la tendance à s'adapter à la pression sociale s'accentue, notre société pourrait ouvrir la voie à un régime totalitaire. Le totalitarisme ne s'impose pas seulement par la contrainte, il peut se développer aussi en s'appuyant sur la renonciation à l'esprit critique et sur le comportement grégaire des gens. En plus, nous pourrions basculer à tout moment dans l'intolérance aux autres, sur l'influence sournoise de fausses informations ou de coercition sociale. Alors, comment éviter
pour notre société se fasse prendre au piège de la soumission aveugle. Ce qui me semble primordial, c'est faire preuve d'introspection pour dialoguer avec nous-mêmes et écouter notre voix intérieure. Puis, il faut avoir le courage de reconnaître notre faiblesse. En conclusion, la paix ne se bâtit pas seulement dans les institutions ni par les traités. Elle se construit dans l'esprit de chacun qui refuse de se mettre à la pensée unique. Si chacun se met dans son esprit une petite graine de courage et de tolérance, alors nous pourrions cultiver les racines de la paix qui protégeront l'esprit et qui protégeront l'humanité, non seulement contre la guerre, mais aussi contre le totalitarisme. Ainsi, la paix commence dans notre conscience. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour ce discours magistral. Merci beaucoup, je vous en prie. Faites-vous souvent de l'autostop? Ah oui, oui. Mais c'était dans mon enfance, dans mon jeunesse. Je faisais de la randonnée dans la montagne et je le faisais quelquefois. Et à l'inverse, il y a des cas que j'ai monté quelqu'un qui passait par là. Mais cette fois-ci, la femme que je m'emmenais m'a dit vous ne devez pas recommencer jamais. Ne devez recommencer jamais. Une femme seule, c'est trop dangereux. Et dans votre métier, vous avez le contact constant avec les Français ou les francophones? Pas du tout. Ah bon? Je voudrais expliquer un peu, non? Ça va? Je voulais vous expliquer dans mon... j'habite à Oita, plus précisément à Yufuin, et il n'y a pas de librairie ni de l'école de langue. Oui, mais quand même, ma passion est très forte, donc je continue comme ça à apprendre le français. Bravo. Merci beaucoup. Bon, j'apprécie beaucoup votre propos et vous avez décrit une scène qui pourrait être qualifiée de cinématographique, disons. Mais en même temps, je trouve que votre interrogation est très précieuse de s'interroger sur vous-même, votre acte. Mais d'autre part, une certaine méfiance est aussi juste, n'est-ce pas? Pardon? Une certaine méfiance vis-à-vis des inconnus est aussi juste. Donc c'est vraiment une question éthique, je pense. Et je pense que la faiblesse, c'est un mot-clé. Oui. Mais je ne sais pas si j'arrive à bien formuler la question, mais comment peut-on convaincre celles et ceux qui n'admettent jamais leur faiblesse? C'est une question très compliquée, mais tout d'abord, ce qui est plus important, c'est on réalise que personne n'est parfait. Et donc, s'il est difficile de reconnaître son faiblesse, mais ce qu'on saura que personne n'est parfait, ça nous permettra d'être plus gentil avec des autres, je crois. Bonjour. Bonjour. C'est pas une question, je voulais simplement vous dire que j'ai adoré votre texte. C'est super, je me suis régalée quand j'ai lu votre texte. Et je voulais aussi en profiter pour vous poser une question. Quand vous écrivez en français, est-ce que vous écrivez d'abord en japonais pour ensuite traduire en français? Par exemple, ce texte, vous l'avez écrit directement en français? Au début, j'ai écrit tout en japonais et j'ai demandé à mon mari qui ne comprend pas le français et
il m'a demandé son idée et il m'a dit c'est parfait et j'ai écrit tout en français et je l'ai montré à mon professeur. Il m'a beaucoup critiqué et donc j'ai refait tout à la moitié et cette fois-ci j'ai écrit tout en français. Ouais. C'est en repensant à ce moment-là, ça serait plus facile pour moi directement en français. Ouais, dans ce cas. Ouais. Merci beaucoup, Mamie, effectivement, pour ce texte. Moi aussi, je reprendrai le mot de magistral. Hein, c'était vraiment très bien articulé. Moi, ma question porte plutôt sur un autre mot-clé. Tout à l'heure, le professeur Daté a parlé du mot-clé faiblesse. C'est juste, c'était très intéressant dans votre texte. Mais il y en a un autre, c'est celui de totalitarisme. Oh ouais. Et vous nous parlez effectivement de la Seconde Guerre mondiale, de l'extermination des Juifs d'Europe. Ouais. Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur? Est-ce que vous avez parlé d'un film, sans citer le titre, je crois? Est-ce qu'il y a des films ou des livres qui vous ont marqué à ce sujet? Ah oui. Originairement, je m'intéresse aux problèmes sociaux et j'ai oublié le titre de ce film sur le nazi, mais j'en ai vu d'autres et notamment ce qui m'a attiré mon attention, c'est l'idée de Hannah Arendt. Qui a créé le totalitarisme. Et puis, j'ai cherché d'autres choses. Donc, j'ai découvert l'expérience Milgram. Vous le connaissez? Et donc, je voudrais évoquer ce thème. Et donc, pour le thème de ce concours, c'était vraiment à raisonner avec mon expérience. Oui. Merci beaucoup. 松本さん、ありがとうございました。